Salut! Cette semaine, j'ai le grand plaisir de partager avec vous ma conversation avec Martha Beuglin à propos de la bête noire de beaucoup de thésards et de thésardes, la rédaction de thèses, notamment les pièges qu'elle peut nous tendre et les tactiques et stratégies pour les éviter ou pour se débloquer. Donc j'ai allumé mon ordinateur, pleine d'élan, très enthousiaste, très heureuse de enfin pouvoir écrire tout ce que j'ai à dire sur mon sujet. Et là, ça a été le blackout total. J'étais tétanisée, j'avais des sueurs froides, des tremblements, enfin c'était horrible. Et au bout de quelques heures, j'ai réussi à me reprendre et j'ai écrit une phrase, la première phrase de ma thèse. Elle ne m'a pas plu. Alors je l'ai effacée, j'en ai écrit une autre qui ne m'a pas plu, je l'ai effacée, j'en ai écrit une autre, et ainsi de suite toute la journée. Et à la fin de la deuxième journée, j'ai tiré la seule conclusion que je pouvais tirer, à savoir, je suis trop bête pour écrire une thèse. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquer dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Martha Beuglin. Lorsqu'elle a voulu rédiger sa thèse, Martha s'est vue paralysée durant de longs mois par l'angoisse de la page blanche. Incapable d'écrire, elle s'est intéressée au phénomène de l'écriture. Elle a alors découvert que les blocages sont normaux et qu'il existe des techniques d'écriture créative pour les dépasser. Plus, certaines techniques d'écriture recèlent une puissance presque magique. Sa passion pour les techniques d'écriture créative était née. Avec une double conséquence. D'abord, une fois les blocages dissipés, Martha a rédigé sa thèse dans une vague d'euphorie. Ensuite, son titre de docteur en poche, elle a créé en 2002 les ateliers d'écriture Scriptoria. Leur but, faciliter la rédaction d'une thèse. Quand on connaît les techniques adaptées, alors rédiger n'est plus une corvée. Ça peut même devenir une source de joie. Or, c'est dans la joie qu'on est au sommet de ses performances. Bienvenue sur Papa PhD, Martha. Merci beaucoup. Bonjour David. Bonjour. Oui, le blocage de la page blanche, je connais et c'est dur. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé, et je sais pas Scriptoria, ça fait combien de temps que ça existe, mais j'ai pas trouvé de ressources comme ça qui m'ont permis de faire ça dans la joie. Mais j'ai eu beaucoup de joie quand je l'ai terminé et après la défense. Mais donc, je suis sûr que comme moi, comme toi, beaucoup des auditeurs et auditrices vont s'identifier à cette problématique de la rédaction. On va en parler, on va parler de Scriptoria et peut-être partager quelques conseils intéressants et pratiques. Mais pour commencer, c'est ça, j'ai très envie que tu partages avec les auditeurs et les auditrices ton trajet. Qu'est-ce que tu as étudié, peut-être le pourquoi de tes études doctorales. Et après, donc, on va parler de cette transition de cette découverte de la magie de l'écrite et après de cette transition vers ce que tu fais aujourd'hui. J'ai fait des études de philosophie à Strasbourg et à Berlin et la raison pour laquelle j'ai commencé une thèse et je l'ai finie, ça a été la joie que j'ai éprouvée lors de la rédaction de mon mémoire de maîtrise. À l'époque, ça s'appelait maîtrise, un master. Et là déjà, j'avais eu des problèmes de rédaction assez terribles. Je me souviens d'une période où je m'arrachais les cheveux, je n'arrivais pas à écrire. Et une fois que j'ai pu dépasser ces blocages, ça a été une telle joie que j'ai cru, à partir de maintenant, je vais pouvoir écrire comme une déesse. Et j'ai rapidement déchanté lorsque j'ai commencé ma thèse. Ça n'était pas, l'élan était rompu. C'est normal, c'est un autre projet, c'était une autre dynamique. Une autre envergure, oui. Et donc, la philosophie, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de c'est quoi la thématique de ta thèse? Le titre de ma thèse, c'était « La violence de l'art moderne » ou Adorno, une esthétique de la non-violence. Ok. Et ta maîtrise, est-ce que
disons, ta thèse, c'était une séquence logique de ta maîtrise ou c'était un peu... La maîtrise était sur quel sujet? La maîtrise parlait de l'exil et de Heidegger. Je l'ai intitulée Heidegger, un penseur de l'exil. Très bien, très bien. Et donc, là, et dans tout ça, il y a beaucoup d'écrites, et c'est vrai, mais beaucoup de lectures aussi. Et quelque chose que je connais moins, parce que moi, j'ai travaillé avec des systèmes biologiques, dans le cas de la biologie cellulaire, c'est comment ça se passe un doctorat dans un domaine comme la philosophie. Tu as dit que tu as déchanté très vite. Qu'est-ce qui t'a c'était quoi l'obstacle que tu as heurté quand tu es entré au doctorat, pleine d'énergie en venant de ta maîtrise? C'était quoi ton premier, peut-être ta première montagne que tu as dû escalader et qui t'a un peu vidé de ton énergie là? La première, alors en philosophie, on ne fait que lire. Il n'y a pas de travail sur le terrain, il n'y a pas de travail de laboratoire, donc on lit. Et mon sujet, il n'y avait rien sur mon sujet à l'époque. Le professeur avec lequel j'avais défini ce sujet, lorsque je lui en ai parlé, m'avait dit « Oh, c'est une intuition intéressante, creusez-la ». Il m'avait dit exactement la même chose pour mon mémoire de master, donc je lui ai fait confiance. Mais et il m'a dit « Allez voir du côté d'Adorno, de Benjamin », qui sont deux auteurs allemands. Et j'ai commencé à aller voir et je ne trouvais rien. Et tout ce qu'il avait à me dire, c'était « Continuez, vous avez une intuition intéressante, continuez ». Et donc je lisais. Et à l'époque, je croyais que lire veut dire lire un texte du début jusqu'à la fin. Les titres étaient tous prometteurs, donc j'empilais tout ce que je trouvais à la bibliothèque, je l'empruntais, j'empilais des livres, j'avais des montagnes de livres à lire, des articles. Et je désespérais de ma lenteur. À la fin de la semaine, j'avais peut-être lu un chapitre, j'avais l'impression de n'avoir strictement rien retenu. Et en plus, ce que je lisais était terriblement ennuyeux, ça ne m'intéressait pas. Alors, je me suis dit, je vais peut-être surligner pour voir ce qui est important, mais évidemment, je ne pouvais pas surligner les livres empruntés de la bibliothèque, donc il fallait soit les acheter, soit photocopier. Et surligner ne m'apportait pas grand-chose parce que mes pages étaient toutes vertes, toutes jaunes, toutes bleues ou multicolores, mais enfin, ça n'apportait rien. Alors ensuite, je me suis mise à recopier ce qui était important, mais comme tout était important, je recopiais tout, et comme la tâche était rébarbative, eh bien mon esprit était très loin de ce qui se passait dans le texte. Et je désespérais, ce n'était absolument pas ce que j'avais espéré pour le doctorat, et je ne voyais pas comment j'allais passer 3 ans à lire comme ça. Et un jour, mon directeur de thèse m'a demandé un rapport à la fin de la première année. Et j'ai désespéré, j'ai paniqué, je me suis dit, il va croire que je n'ai rien fait alors que j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai commencé par faire des copier-coller qui ne m'amenaient nulle part. Et c'est un ami qui m'a dit, écoute, prends une feuille de papier, un crayon et écris tout ce que tu as dans la tête. Et je me suis rendu compte en écrivant que j'avais retenu beaucoup plus que ce que je croyais, que parfois j'avais des trous, mais je savais où j'allais trouver la réponse. Alors je notais la question, et puis une fois que j'ai terminé mon texte, je suis allée lire les textes, ou plus précisément les parties où j'attendais de trouver une réponse, et puis j'écrivais cette réponse, je commençais à développer de nouvelles idées, et petit à petit s'est instauré un dialogue entre les auteurs et moi, et entre les auteurs eux-mêmes. J'ai rédigé une 60aine de pages, et j'ai eu l'impression d'avoir appris plus pendant ce mois de rédaction que pendant toute l'année qui précédait. Et comme mon prof était très content de mon travail, j'ai osé lui parler de mes difficultés. Et c'est là qu'il m'a dit, écoutez, vous êtes en thèse. Vous ne pouvez pas prétendre lire tous les textes du début jusqu'à la fin. Il faut lire avec des objectifs. Il faut poser des questions au texte. Il faut écrire. Pas recopier ce que les autres ont dit, mais écrire, c'est-à-dire vous servir de ce que les autres
on dit ou on écrit pour élaborer vos propres pensées, pour faire des connexions, pour creuser, pour interroger, pour discuter. Et il m'a donné quelques autres astuces, des techniques que lui utilisait particulièrement, notamment les techniques de visualisation telles que le mind map. Et à partir de là, mes années de recherche ont été assez joyeuses. Donc avec des techniques, parce que c'est intéressant, on va parler beaucoup d'écrire, donc de rédaction, mais c'est vrai que l'autre côté du miroir, c'est lire et digérer. Et c'est vrai que même dans un domaine de sciences de la vie comme moi j'étais, il fallait beaucoup lire, et c'est vrai que c'est pas évident et ça peut des fois faire peur de voir tout ce qu'il faut lire pour juste être conscient de l'état de l'art et après pouvoir penser à qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Mais c'est très très intéressant qu'on commence la conversation avec la lecture et donc ce processus de trouver l'information qui est importante. On peut pas ignorer, mais être capable de filtrer ce qui est plus du bruit ou qui n'amène pas à notre hypothèse, mais c'est ça, c'est tout un défi quand même. Et donc, tu as parlé de mind mapping. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus c'est quoi cette technique en particulier? C'est une technique de visualisation et moi j'ai appris à l'utiliser de la manière suivante. Alors au centre on met son sujet ou son mot-clé ou son titre, ce sur quoi on est en train de travailler. Ça peut être une question aussi, une question qu'on veut poser au texte. Et ensuite, ce qui est important lorsqu'on lit des textes aussi complexes que des textes scientifiques, c'est de faire la différence entre les idées principales et les idées secondaires. Parce que le problème, c'est que très souvent, on se focalise sur les détails. Je vois un mot nouveau, je vois un détail que je ne connais pas et je m'obnubile, je me bloque sur ce mot et je perds de vue l'ensemble. Alors, ce qui est important, c'est de commencer par dégager les idées importantes, d'identifier la macrostructure du texte. Et le mind map est intéressant dans la mesure où je vais dessiner. Alors, au centre, j'ai mon mot-clé ou ma question, et ensuite, je vais dessiner des branches dans une certaine couleur. Moi, j'aime bien le faire en rouge pour les idées principales, et je vais noter les idées principales, une idée principale par branche. Et là, déjà, j'ai la macrostructure du texte, ce qui me montre la logique du texte. Et à partir du moment où j'ai la macrostructure, alors lire les détails a du sens parce que je sais à quoi les raccrocher, à quoi les rattacher. Très souvent aussi, une fois que j'ai la macrostructure, je me rends compte que je n'ai pas besoin de lire plus, j'ai assez d'informations. On va dire que j'ai besoin de plus d'informations. Alors, on va relire le texte, cette fois-ci à la recherche de détails ou d'informations secondaires qu'on va dessiner dans une autre couleur sur d'autres branches qui se raccordent à l'idée principale correspondante. Et à la fin de l'exercice, alors moi je m'arrête à 2 niveaux, on peut rajouter un 3e niveau, on peut rajouter autant de niveaux qu'on veut, aussi longtemps que le mind map reste lisible. S'il y a trop d'informations, si c'est trop fouillé, il vaut mieux s'arrêter au 2e niveau. Ce n'est plus utile, oui. Voilà. Et donc, à la fin de l'exercice, on a un dessin, un schéma, et le cerveau retient beaucoup mieux les dessins que les mots. On a un dessin où on a les idées principales d'une couleur, les idées secondaires dans une autre couleur. On a une représentation en 2 dimensions du texte. Et tout ça va aider d'abord à la compréhension du texte et ensuite à sa mémorisation. Il suffit, une fois qu'on a fini son mind map, de fermer les yeux et de visualiser son mind map pour le retenir, pour faire passer l'information de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et ce que je conseille aux doctorants avec lesquels je travaille, c'est de temps en temps, quand ils n'ont rien à faire, je sais pas, j'attends le bus ou bien je suis dans le métro ou autre, fermez les yeux et visualisez votre mind map. Vous allez voir que vous allez vous l'approprier. C'est génial, j'aurais aimé entendre parler de ça il y a un certain temps, mais c'est très très logique. C'est vrai que visuellement, bon, il y a toujours des gens qui sont plus visuels que d'autres, mais c'est vrai que
entre une page pleine de lettres et de symboles et un schéma, c'est vrai que la rétention est beaucoup plus grande dans le deuxième modèle. C'est intéressant parce que là, on a commencé par parler du syndrome de la page blanche, donc une page où il n'y a rien et qui nous bloque à cause de ça, et on pourra parler de pourquoi ça nous bloque. Mais là, c'est drôle parce qu'on parle d'une page ou un livre qui est plein de mots et qui nous bloque aussi. Je trouve ça intéressant, cette espèce de dichotomie et de ressemblance entre les deux questions et les deux problèmes. On va en parler plus, mais juste pour retourner au doctorat, donc cette première année a été très ardue, clairement. C'était à la fin votre collègue qui vous a inspiré et après votre prof qui vous a donné des techniques et sont venus changer un peu et amener de la couleur et du soleil dans les jours versus cette année de creuser dans une mine où on est tout seul à creuser à pas trouver un diamant, et finalement le diamant il était là, il était juste brut. C'est très intéressant, mais comment faire? Parce que ça, je pense que dans tous les doctorats, le doctorat, c'est ardu, c'est difficile. Il faut créer quelque chose de nouveau, des connaissances qui sont novatrices, etc. Et donc, c'est par définition difficile. Et comment est-ce que tu as réussi à... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui à un moment donné, ils lâchent parce que c'est difficile. Quelles attitudes tu dirais que t'ont aidé au cours de ton doctorat à à garder le cap, à continuer d'avancer et à petit à petit arriver jusqu'à la thèse et à terminer? Je pense qu'une des choses qui m'a aidée, ça a été le fait que tout le monde me disait que mon sujet était un non-sujet, sauf mon prof qui me disait que j'avais une intuition intéressante. Et j'étais tellement persuadée que cette intuition avait été fondée, que je ne pouvais pas imaginer d'y renoncer. Et ça a été la première chose qui m'a beaucoup aidée. Et évidemment, chaque fois que je trouvais une graine ou un grain de sable qui me confortait dans ma conviction, ça m'encourageait d'autant plus à continuer. Ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été un professeur allemand qui a co-dirigé, en réalité à la fin c'est lui qui a dirigé ma thèse, qui m'avait, c'était en fin de deuxième année, lorsqu'il a accepté de diriger mon travail, il m'a reçu dans son bureau pour un entretien sur mon sujet. Et ce monsieur n'a rien fait, c'est le professeur belge. Il ne m'a donné aucun conseil. Je m'attendais à une liste de lecture, comme on m'a toujours donné. Il n'a rien fait d'autre que me poser des questions et écouter mes réponses. Et au fur et à mesure des questions et des réponses, je faisais des liens entre des choses dont j'avais peut-être l'intuition, mais que je ne voyais pas vraiment. Je finalisais mes pensées, je prenais conscience de tout un tas de choses que je savais sans le savoir, ce qui fait qu'à la fin de l'entretien, mon sujet était construit. Ok. Alors que j'étais arrivée dans son bureau avec des pièces de puzzle, des jeux de puzzle différents en fait. Et à la fin de l'entretien, grâce simplement à ce système à cette méthode de questions-réponses, eh bien, j'avais choisi mon jeu, j'avais mis de côté les autres et mon jeu était à peu près structuré. Évidemment, il y avait quelques pièces manquantes, il y avait encore des travaux de recherche à faire, mais le gros était terminé. Et il m'a ensuite invité à son colloque. Il avait un colloque de doctorants. On se retrouvait une fois par mois. Chacun présentait à son tour son travail de recherche. Et la technique qu'utilisait Welch s'appelle la maïotique. C'est une technique utilisée en philosophie. Quand on fait de la philosophie, on lit Platon en général. Et c'était la méthode socratique qui consistait. Socrate était un maître qui disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Et donc, il n'enseignait pas, mais par ses questions, il aidait les autres à accoucher de leur savoir. Et lors de ces colloques,
de doctorants, même si ça n'était pas une injonction de la part de Welch. C'était une attitude qu'il avait de toujours poser des questions bienveillantes pour aider l'autre à réfléchir, et ça a été l'atmosphère générale dans notre colloque. C'est-à-dire que même si on ne pratiquait pas forcément de la maïotique, on pratiquait en tout cas l'écoute active et on s'entraidait beaucoup en s'écoutant et en se questionnant. Et il y avait un intérêt réel. Ces colloques m'ont beaucoup aidé. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a deux choses. Quand on est pris dans un projet comme ça et qu'on creuse, c'est comme si on est aussi pris à voir le problème d'une certaine façon et notre horizon est un peu fermé, on est dans une espèce de tunnel, et d'avoir quelqu'un qui vient poser des questions qui d'un autre angle complètement différent va nous aider à trouver des liens, comme tu disais, que nous on n'avait pas vu, et je trouve ça c'est très logique, ça a du sens, mais pour les auditeurs qui sont un peu peut-être solitaires dans leur thèse en ce moment, d'avoir des plateformes ou un mentor, quelqu'un avec qui ils peuvent échanger, quelqu'un qui est un petit peu peut-être en dehors même du sujet, ça peut vraiment polliniser et aider à faire grandir votre image de votre sujet vers des endroits où tout seul vous n'auriez pas eu cette idée. Je trouve que c'est très très logique. Parce que c'est intéressant depuis tantôt, je trouve ça inspirant de voir que au fil du temps de ton doctorat, tes professeurs, tes superviseurs, je ne sais pas si tu les considères tes mentors, mais t'ont vraiment donné des outils et ont vraiment eu des bonnes contributions qui t'ont débloqué à différents moments et qui t'ont permis d'ouvrir différentes portes et fenêtres vers ce qu'allait devenir finalement ta thèse. Est-ce que ces gens-là, tu les considères comme des mentors? Ce sont des gens qui ont eu une grande influence dans ma vie à différents moments. Le professeur Welch, oui, je le considère comme un mentor, oui. Et question, parce que tu dis qu'il est comme entré dans ton doctorat dans la deuxième année où il a pris le contrôle, disons, comme superviseur. Est-ce que tu peux parler de comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on amène quelqu'un d'autre dans notre doctorat? Parce que ça peut être sensible, ça peut ne pas être facile, ou parce que tout est déjà très bien défini et il n'y a pas beaucoup de flexibilité pour le changement. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as croisé? C'était une conversation que tu as eue et quelqu'un t'a mentionné ce professeur-là? Comment tu as apporté quelqu'un de bienveillant comme ça dans ta vie de thèse? Parce que je trouve d'avoir des gens bienveillants dans notre vie de thèse, c'est quelque chose qui est très important et qui peut vraiment nous propulser vers l'avant. Oui, alors la question du comment vient après la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'avais besoin d'un deuxième professeur? Bon, je faisais ma thèse, j'étais inscrite à l'université de Strasbourg, mais j'étais partie à Berlin pour faire mes recherches. Et je me suis installée à Berlin. Et mon directeur n'était pas spécialiste d'Adorno. Et il m'a conseillé de trouver un co-directeur en Allemagne, et il m'a proposé de faire une thèse en co-tutelle. Et donc, j'ai fait cette thèse en co-tutelle, c'est-à-dire, à l'époque, on appelait ça co-tutelle. Il y a eu un certain nombre de choses que j'ai dû faire. Et une fois la soutenance passée, on m'a dit que l'université de Strasbourg n'était pas encore habilitée à reconnaître la co-tutelle, donc il n'y a pas eu de co-tutelle. Je n'ai pas le label co-tutelle, on va dire. Ok. Donc, ça, c'était la première raison. Mais j'étais très contente à l'idée de chercher un co-directeur parce que j'étais très seule, étant à Berlin. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, la communication avec mon directeur était quand même très, très réduite. Et j'ai cherché très longtemps. Pendant plus d'une année, j'ai cherché un directeur. Je suis allée à plein de conférences, de cours, et les gens que je voyais ne m'inspiraient pas. Et un jour, à la Humboldt-Universität à Berlin-Est,
quelqu'un m'a dit, il y a un prof super, va l'écouter, je suis sûre que ça va t'intéresser, ça a trait avec ton sujet. Et je suis allée, j'ai vu ce monsieur parler librement, faire des digressions en regardant par la fenêtre, maîtriser son sujet. Je me suis dit, je le veux. C'est lui. Et à la fin du cours, pas celui-là, le deuxième, j'ai quand même préparé la chose. Je l'ai abordé, je me suis présentée, je lui ai demandé s'il voulait bien co-diriger ma thèse, et il m'a dit non, qu'il n'avait pas le temps, qu'il était occupé, puis il travaillait beaucoup aux États-Unis, il était très peu sur place. Et moi qui étais très timide à l'époque et qui, jusqu'à aujourd'hui, quand on me dit non, c'est non, je me retire, je n'ai pas lâché le morceau. J'ai insisté. Je pense que pendant 15 minutes, j'ai discuté avec lui jusqu'à ce qu'il me dise, je crois par lassitude, bon, apportez-moi votre projet et on verra. Et il a lu mon projet, je le lui ai apporté le lendemain tout de suite et il a accepté de me diriger. Ah, ça, c'est très intéressant. Oui. Moi, je pense que j'aurais eu... tu parles d'être timide et je pense que... ouais, s'il m'avait dit non à une époque similaire à la tienne, je ne sais pas si j'aurais eu the grit, comme on dit en anglais, mais la hargne peut-être de dire non, je ne vais pas lâcher. il va au moins lire mon projet. C'est vraiment bravo. Parce que finalement, ça a marché, c'est ça. Et après, éventuellement, c'est lui qui est devenu, disons, ton superviseur. Oui. Très bien. Mais donc, comme quoi, si on croit beaucoup à quelque chose et que une personne... Parce que c'est vrai que les gens aujourd'hui, mais surtout des professeurs comme ça, peuvent être très occupés. Et c'est très fréquent que d'abord, on ait un non. Juste parce que ils regardent leur emploi du temps et puis ils disent je peux pas avoir eu quelque chose d'autre. Mais fait que toi tu y croyais fort et t'as insisté et finalement ça a marché. Mais c'est super et je trouve ça très très inspirant. Et finalement c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à ta thèse et à ton travail de positif. Oui, complètement. Très bien. Et donc après une fois que tu as eu cette réunion-là avec lui, ton puzzle était monté, t'avais élagué toutes les branches qui n'étaient pas intéressantes. Comment ça s'est passé? Tu as dit que c'était dans la joie. Ça s'est bien passé jusqu'à la fin, jusqu'à la défense? Non. J'avais mon projet avait pris corps. Ensuite, j'ai continué à faire de la recherche. J'ai encore beaucoup travaillé et puis, oui, au bout de plusieurs années de thèse, j'ai commencé à avoir le sentiment que je maîtrisais vraiment mon sujet. Parce que j'avais beau avoir le sentiment j'avais beau avoir construit mon sujet, j'avais encore toujours l'impression qu'il fallait ajouter quelque chose, qu'il fallait lire encore, je ne me sentais pas légitime, donc j'ai passé encore, ce sont des années que j'ai perdues, ça n'était pas nécessaire, a posteriori je peux dire que ça n'était pas nécessaire, mais j'ai encore passé 2 années à chercher. Et donc, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à être capable de parler de mon sujet pendant des heures sans m'arrêter. Je pouvais répondre à toutes les objections, à toutes les questions et j'ai compris que mon sujet était parvenu à maturité. Et donc, j'ai annoncé partout, le premier lundi du mois, je commence à rédiger. Et là, on arrive au chapitre oui. de la rédaction. Avant de poursuivre ma conversation avec Martha, je voulais juste te remercier d'être là. Ton engagement vers l'entrevue, le fait qu'elle résonne avec toi est vraiment très important pour moi. J'espère qu'après chaque épisode, tu auras au moins un message principal à retenir, un élément concret que tu pourras mettre en œuvre dans ton exploration de carrière ou dans ton trajet doctoral. Cette année, je veux t'en apporter davantage avec Papa PhD. J'ai récemment commencé à mener des directs sur Instagram, où je laisse les auditeurs partager leur parcours universitaire et professionnel jusqu'à présent, et où je réponds à certaines de leurs questions. De plus, pour ceux qui viennent de découvrir Papa PhD, je viens de créer des collections thématiques d'épisodes que j'appelle des kits de démarrage pour leur permettre de se tenir au courant de toutes les conversations et de trouver facilement celles qui leur intéressent. Tu pourras les trouver en visitant papaphd.com/start. J'ai de grands projets pour le podcast en 2021,
comme améliorer l'accessibilité de chaque entrevue en confiant à quelqu'un la préparation et le téléchargement de transcriptions, ou comme pouvoir mieux remercier les invités pour leur générosité et pour le temps passé à mon micro. T'apporter Papa PhD chaque semaine dans le format actuel représente déjà beaucoup de travail. Pour aider à maintenir le projet sur les rails, j'ai mis en place une nouvelle façon pour toi de parrainer Papa PhD. Un Patreon. Pour être clair, il n'est pas nécessaire d'être sur Patreon pour écouter Papa PhD. C'est gratuit et ça le restera toujours. Et tu as ma profonde gratitude juste du fait d'être à l'écoute semaine après semaine et de parler du podcast à tes amis. Mais pour toi, qui veux m'aider à maintenir la qualité de l'émission et à donner vie à certaines de mes idées, tu as maintenant un moyen simple de le faire. Va sur papaphd.com/Patreon, Patreon, et choisis un des niveaux. Ou crée le tien. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. Et maintenant, revenons à l'entrevue. Et encore une fois, je vais juste profiter pour dire que comment c'est un moment pour plein de raisons. Là, on arrête de faire de la recherche. Il faut qu'on produise quelque chose en temps utile. Pour beaucoup de monde, l'argent de bourse, etc., va terminer. Donc, il y a plein de choses psychologiquement qui peuvent rendre ce moment compliqué et difficile. Mais toi, tu es arrivée, tu étais prête et... Donc, j'ai allumé mon ordinateur, pleine d'élan, très enthousiaste, très heureuse de enfin pouvoir écrire tout ce que j'ai à dire sur mon sujet. Et là, ça a été le blackout total. Je n'avais rien à dire, je ne savais pas où je voulais aller, par quel cheminement. J'étais tétanisée, j'avais des sueurs froides, des tremblements, enfin c'était horrible. Et au bout de quelques heures, j'ai réussi à me reprendre et j'ai écrit une phrase, la première phrase de ma thèse. Elle ne m'a pas plu. Alors je l'ai effacée, j'en ai écrit une autre qui ne m'a pas plu, je l'ai effacée, j'en ai écrit une autre, et ainsi de suite toute la journée. Le lendemain, j'ai refait la même chose, j'ai écrit et effacé des phrases, et à la fin de la deuxième journée, j'ai tiré la seule conclusion que je pouvais tirer, à savoir, je suis trop bête pour écrire une thèse. Et je me suis tellement bien convaincue de cette idée que je n'ai même plus cherché de solution. Je n'ai plus essayé d'écrire, je tournais en rond, j'étais là, j'attendais que quelque chose se passe. Quoi, je ne sais pas. Et quelque chose s'est passé au bout de 2 mois. J'ai reçu la lettre de mon directeur français. Ok. Qui m'écrivait « Excusez-moi d'avoir tant tardé à vous répondre. » Il avait mis au moins 2 mois à me répondre. Excusez-moi d'avoir tant tardé à vous répondre, mais j'étais en train de travailler sur un livre et j'étais en proie. Et j'étais confrontée aux joies et aux douleurs de l'écriture. Et là, cette phrase, je l'ai relue des dizaines de fois. Je me suis dit, c'est pas possible. Ce monsieur qui est tellement intelligent, tellement brillant, qui a publié tellement de livres, a été confronté aux douleurs de l'écriture pendant 2 mois. Il n'a pas été capable d'écrire 5 lignes. 5 lignes sa lettre ne faisait pas plus de 5 lignes. Et cette phrase de mon directeur m'a amené d'abord à sortir de chez moi. Comme ça ne va pas, il ne faut pas rester chez soi enfermé, il faut sortir. Donc je suis enfin sortie de chez moi, sortie de ma coquille, et j'ai, on va dire, mené une enquête autour de moi, auprès de mes amis, de mes collègues, et c'est là que j'ai découvert un énorme tabou à l'université, à savoir que au moment d'écrire, tout le monde souffre. Tout le monde, même les professeurs les plus intelligents, même les auteurs les plus chevronnés, écrire est difficile. Mais pour une raison qui continue de m'échapper, c'est un tabou à l'université. Ces difficultés d'écriture, on n'en parle pas ou très très peu. Ce qui fait que des jeunes, des étudiants, des doctorants qui sont en proie à des blocages peuvent en arriver à douter de leur capacité, de leur intelligence, et voire à abandonner. Donc,
Et j'ai découvert que mon problème avait un nom, blocage, angoisse de la page blanche. J'ai découvert que l'angoisse de la page blanche est normale, qu'elle fait partie du processus, j'ai envie de dire, naturel de la rédaction. Pas de quoi s'inquiéter, pas de quoi se remettre en question, surtout pas de quoi laisser tomber. By the way, j'ai découvert qu'il y avait des techniques pour dépasser l'angoisse de la page blanche, des techniques d'écriture créative. Et j'ai aussi compris que mieux on s'organise en amont, plus facile, plus aisé sera la rédaction, et que le contraire est vrai aussi. Moins on s'organise en amont et plus la rédaction sera semée d'embûches et chaotique. Et à partir de là, oui, j'étais sortie de chez moi, donc je regardais autour de moi. J'ai vu une affiche atelier d'écriture pour étudiants, écriture academic writing. En français, on ne dit pas écriture académique, écriture universitaire, on va dire. Et je suis allée là et j'ai découvert... pourtant, j'animais déjà des ateliers d'écriture, mais bon, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc, je n'avais pas pensé à utiliser ces techniques pour moi, pour m'aider. Et là, dans cet atelier d'écriture, j'ai repris contact avec l'écriture et à partir de ce moment-là, ma rédaction a été très fluide. Je n'ai plus de blocage. J'ai rédigé ma thèse vraiment dans une vague d'euphorie. Dans la journée, j'étais seule chez moi avec mes textes. Le soir, j'avais besoin de communiquer, de voir des gens. Donc, c'est une époque où je suis sortie tous les soirs. C'était une époque très, très heureuse. Ouais, c'est génial. Mais donc, c'est quoi qui nous bloque quand on a cette sensation-là, ce froid dans l'estomac de je suis pas assez bon pour écrire cette chose-là. J'aurais envie de savoir si dans notre système neurologique, il y a quelque chose qui explique pourquoi est-ce qu'on voit une page blanche et ça nous fige. Et après, bon, c'est quoi peut-être un ou deux trucs pour commencer à se débloquer et mettre un peu d'encre sur le papier? Les causes de blocage sont très nombreuses, très multiples. Ça dépend aussi de la situation, ça dépend de la personne. Et il y a notamment dans le doctorat, 3 causes majeures de blocage qui sont la peur de réussir, ça peut être la peur d'échouer aussi, la peur du regard des autres, la peur de la critique ou autre. Le perfectionnisme. Je veux écrire un texte parfait et je veux qu'il soit parfait tout de suite. Ce qui est le meilleur moyen de se bloquer parce qu'un bon texte est le produit de plusieurs phases d'amélioration. Vouloir écrire quelque chose de parfait tout de suite, c'est le meilleur moyen de ne pas pouvoir commencer. Et la 3e cause, c'est la folie des grandeurs. Je vais écrire un texte génial qui va révolutionner la science, je vais décrocher le Nobel ou je ne sais quoi. Donc ça, ce sont trois causes qui peuvent expliquer les blocages. Une autre cause de blocage, ça peut être le fait qu'on a la tête tellement pleine d'idées qu'on ne sait pas par laquelle commencer. Elles arrivent toutes en même temps et elles se créent comme un embouteillage. Il n'y a de la place que pour une idée à la fois. Et comme elles viennent toutes, on n'arrive pas à faire des choix. Et donc, on est bloqué. Alors, la première chose, c'est ce que je raconte toujours aux gens qui viennent, aux doctorants qui viennent à mes formations. Même l'Everest se conquiert pas à pas, step by step. Vous ne pouvez pas écrire quelque chose de parfait d'emblée. Commencez par écrire tout ce que vous avez, faites un brainstorming par exemple, ou bien faites une liste de toutes les idées qui vous passent par la tête. En voyant ce que vous avez dans la tête sur le papier ou sur l'écran, vous visualisez, vous prenez conscience déjà de tout ce que vous avez comme idée. Et ensuite, vous allez voir que toutes les idées que vous avez dans la tête ne sont pas forcément utiles pour ce que vous voulez rédiger. Donc, vous allez supprimer, vous allez élaguer, comme tu disais tout à l'heure, ce qui va diminuer la quantité. Donc, vous aurez une meilleure vision d'ensemble sur ce que vous écrivez, sur ce que vous voulez, sur votre matériau plutôt. Et ensuite,
quand vous aurez une moindre quantité, vous pourrez plus facilement déterminer ce qui vient en première place, en deuxième place, c'est-à-dire hiérarchiser les idées. Et une des difficultés qu'ont beaucoup de gens parce que je crois que la motivation la plus fréquente des gens qui viennent à mes formations, à mes ateliers d'écriture, c'est j'ai du mal à structurer mes idées. Et en fait, les gens ont du mal à structurer leurs idées parce qu'ils essayent de faire 3 tâches en une, à savoir rassembler leurs idées, les trier et les hiérarchiser. Alors, si vous avez du mal à structurer vos idées, commencez par faire un brainstorming ou toute autre technique qui vous permettra... Un méli-mélo, tout ce qui sort. Exactement. Sans chercher à ordonner, sans chercher à trier, sans juger, sans aucun regard critique. Notez tout ce que vous avez dans la tête et ensuite vous supprimerez ce qui est superflu. Et alors, vous pourrez hiérarchiser les idées ou les structurer. Et donc, on finit l'embouteillage à ce moment-là. Oui, bien sûr. Mais tu as mentionné quelque chose en passant et que je trouve intéressante en pensant à moi. Écran versus papier. Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Ou est-ce que les gens qui viennent te voir, est-ce qu'ils réagissent, comment dire, est-ce qu'ils sont capables de la même façon de se débloquer sur papier que sur écran? Non. L'écran et le papier sont 2 choses différentes. D'ailleurs, d'après les neurosciences, les zones du cerveau qui sont actives lorsqu'on écrit à l'ordinateur, lorsqu'on travaille sur l'ordinateur, sont différentes de celles que lorsqu'on travaille sur papier. Moi, je ne privilégierais pas un outil par rapport à l'autre. Je pense qu'ils sont complémentaires. Certains jours, pour certaines raisons, on est bloqué sur l'ordinateur et c'est fluide à la main. Le contraire est vrai aussi. Ou bien, à certains moments, on n'arrive pas à écrire, mais on arrive très bien à parler. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas commencer par s'enregistrer ? Ou bien par parler sur un... Il y a des outils aujourd'hui qui écrivent quand vous parlez. Bon, il faut quand même vérifier ce qu'ils écrivent parce qu'ils ne comprennent pas toujours tout. Oui, on n'est pas rendu là encore, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Oui, c'est très utile. Et alors, l'an dernier, il y a 1 an, j'avais une tendinite. Je ne pouvais plus du tout écrire. Et quelqu'un m'a conseillé un outil dont j'ai oublié le Speech Notes. Ça s'appelle Speech Notes. Vous parlez et ça s'écrit sur votre écran. Bon, encore une fois, il faut quand même vérifier de temps en temps ce qu'il écrit parce que c'est parfois assez folklorique. Néanmoins, je me suis rendu compte que ça me permettait d'écrire, de penser d'une façon tout à fait différente parce que je n'avais pas besoin d'avoir les yeux ouverts constamment. Je pouvais fermer les yeux, ou bien je pouvais regarder à travers la fenêtre. Je n'avais pas besoin constamment de regarder mon écran. Je pouvais aussi bouger la tête. Enfin, j'avais une liberté de mouvement oculaire qui a eu une incidence très positive sur ma façon de penser. Super intéressant. Donc, quand on est bloqué à l'écrit, ça peut être aussi une manière de se débloquer que de parler. Sans compter avec les gens qui sont moins bons au clavier, c'est pas tout le monde qui est capable d'être très très rapide et très efficace au clavier. Donc c'est vraiment une très très bonne idée. Mais je trouve intéressant aussi l'idée que le papier et l'écran sont complémentaires, mais sont pas pareils parce que c'est vrai que moi, personnellement, à l'écran, si je suis au stade 0 d'un projet, c'est plus difficile que de prendre une feuille et de gribouiller et même dessiner, faire des flèches, etc. C'est très très intéressant. Oui. Et donc là, on peut peut-être revenir à l'histoire pour juste parler de comment sont nés les ateliers Scriptoria et c'est quoi qu'ils offrent. Quel type de gens viennent vers toi faire on en a déjà parlé un petit peu, mais peut-être tu peux en parler un petit peu plus, peut-être, oui, un peu de l'histoire et de comment ça a évolué et de qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Alors, l'idée de ces ateliers d'écriture est née lorsque j'ai reçu mon titre de docteur. Je me suis demandé comment se fait-il que personne ne m'ait prévenu des problèmes que j'allais rencontrer au moment de rédiger. Et je me suis dit, si tout ce que j'ai appris sur la rédaction m'a tellement aidé, c'est sans doute aussi
utile pour d'autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à proposer des ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture parce que c'est une formule que j'utilisais déjà. J'ai travaillé pendant je me suis autofinancée, donc j'ai travaillé pendant que je faisais ma thèse et j'ai toujours donné des cours de langue, français et espagnol. Et j'avais découvert les ateliers d'écriture créative lors d'un stage pour prof de français. Et c'est quelque chose qui a révolutionné ma vie. On écrit sous consigne pendant un temps limité. Et une fois les textes écrits, on les montre, on les partage avec d'autres participants et on reçoit un retour sur son texte. Et souvent, pour moi, j'écris quelque chose qui me semble complètement banal et les autres trouvent ça fantastique, alors que j'écris quelque chose que je trouve vraiment génial et personne n'accroche. Donc, ces échanges permettent aussi de voir son texte différemment, de voir ce qui est à creuser, ce qui est à cultiver, ce qui est à laisser de côté. Et ça permet de sortir aussi de cet isolement dans la rédaction. OK. Et donc, juste pour savoir, c'est des groupes? Ça se fait en groupe, oui. Ces ateliers-là? C'est OK. Très bien. Donc, mais tu vas être avec des gens qui travaillent sur d'autres domaines, dans d'autres sujets, et qui vont quand même regarder ce que tu écris et avoir un apport. Oui. Ah, c'est super intéressant. Oui. Alors, justement, donc, ces ateliers d'écriture créative avaient une certaine forme et je m'en suis inspirée pour créer mes ateliers d'écriture. Et tout à fait au départ, ça ne s'adressait qu'à des étudiants et des doctorants en philosophie. Et je faisais ça dans mon appartement, ou bien c'était Berlin-Est à l'époque, dans les années 2000, il y avait des locaux un peu partout, complètement délabrés, qu'on pouvait louer pour presque rien. Et je faisais ça le week-end, et je faisais ça parce que ça m'amusait, parce que c'était joyeux, c'était très enrichissant, et les gens en ressortaient vraiment transformés et très heureux parce qu'ils arrivaient à dépasser les blocages, à se remettre à rédiger ou à commencer leur texte. Et petit à petit, des gens d'autres facultés ou d'autres disciplines ont commencé à venir, et certains m'ont invité dans leur groupe, dans leur colloque, dans leur labo, pour animer des ateliers d'écriture. Et c'est là que j'ai pris conscience du besoin énorme de formation à la rédaction au niveau doctoral. C'est ce qui m'a amené à créer ces ateliers d'écriture, enfin à créer mon entreprise. Et je travaille depuis 2002 depuis 2005 avec des universités officiellement. Enfin, pas officiellement, je travaille avec des universités depuis 2005, et aussi bien en France qu'en Allemagne. Et pour répondre à ta question, oui, il y a des gens ce sont toujours des formations pluridisciplinaires ou interdisciplinaires. Et c'est cette interdisciplinarité qui fait la richesse de ces ateliers d'écriture aussi, parce que par exemple, quand on a des gens de sciences dites dures avec des gens de sciences humaines, ce sont des approches très différentes. Alors, il y a des gens évidemment qui sont complètement hermétiques aux autres et la communication ne marche pas, mais ça ce sont des exceptions. En général, il y a un intérêt pour l'autre, et ils s'enrichissent les uns les autres, ils s'inspirent de leur démarche respective. C'est très, très, très intéressant et c'est très enrichissant pour tout le monde. Moi, j'aime beaucoup les ateliers d'écriture interdisciplinaires. Ouais, oui, et juste le fait de... Parce que je me demande, les exercices que vous faites en groupe sont pas spécifiquement liés au sujet de thèse des gens, si. Oui. Ah, si, ok, si. Ok. Sauf les... Donc, c'est vraiment pour les débloquer pour leur thèse, mais après, en groupe, il va y avoir il va y avoir une espèce de co-développement entre tous les gens. Ok, c'est vraiment, vraiment intéressant. Oui. Je serais curieux d'être une mouche et de voir comment ça se passe, parce que, tu sais, quelqu'un qui est en philosophie versus qui échange avec quelqu'un qui est en biologie cellulaire, ça doit donner des conversations intéressantes. Oui. Ça donne des conversations très intéressantes, oui. Oui. Mais je ne les laisse pas tout seuls dans leurs discussions. Il y a des consignes très claires, justement, pour qu'on ne s'enlise pas dans des discussions où on n'avancera pas, où on n'arrivera pas à s'entendre. L'objectif est quand même de s'entraider dans l'amélioration des textes.
Donc, il y a des consignes, c'est très cadré. Mais sinon, pour répondre à ta question, je ne sais pas si tu l'as posée. Oui, dans les ateliers d'écriture, les gens travaillent sur leur thèse. Sur leur thèse. Très bien. Il y a un moment au début pour briser la glace où on travaille tous sur le même sujet, mais après, pour moi, c'est fondamental qu'ils travaillent sur leur propre sujet de rédaction. Parce que je considère que rédiger une thèse, c'est comme la natation. Tu peux lire tous les livres sur la natation que tu veux, tu peux regarder tous les tutoriels sur YouTube. Tant que tu ne plonges pas, que tu ne te jettes pas à l'eau, tu n'apprendras pas à nager. Et la rédaction d'une thèse, c'est ça, c'est comme ça aussi. Il faut que tu te confrontes à l'écriture, aux difficultés, aux obstacles, aux solutions aussi, pour voir comment gérer tout ça. Et donc, plutôt que de leur faire des exercices sans lien véritable avec leur sujet, je préfère leur donner des exercices qu'ils appliquent sur la rédaction de leurs propres travaux. Et qu'à la fin de l'atelier, ils sentent qu'ils ont fait avancer le projet. Très bien. On arrive vers la fin de l'entrevue, mais là, j'aimerais savoir, là, on est en pandémie de Covid. Tu ne vas pas aux universités faire des ateliers? Oui, alors depuis le mois de mars 2020, je ne travaille plus qu'en ligne. Toutes mes formations ont lieu en ligne avec Zoom. C'est une option qui est très intéressante aussi. C'est tout à fait, la dynamique est assez différente des cours présentiels dans la mesure où je me rends compte que des gens qui en présentiel sont plutôt timides et réservés, en ligne sont plus hardis. Il faut dire aussi qu'on a plus de possibilités, plus de canaux de communication. Certains n'aiment pas parler, ils écrivent uniquement dans le chat, ou bien vous avez la possibilité, certains ne veulent pas qu'on les voit, alors ils éteignent leur caméra. D'autres possibilités que je trouve très riches, c'est le fait que pendant que les gens travaillent, ils m'abordent beaucoup plus facilement pour me montrer leur texte, par exemple, parce qu'on n'a pas besoin de traverser la salle, tout le monde n'a pas besoin d'entendre votre question. Ils me demandent de les emmener dans ce qu'on appelle les breaking rooms, des salles séparées, et puis je travaille avec eux, je peux leur donner un retour personnalisé sur leur texte. Je trouve que la dynamique est autre et très intense aussi. Ok, très bien. Et donc, où est-ce qu'on peut voir donc l'auditeur, l'auditrice qui veut aller voir qu'est-ce qu'offre Scriptoria? C'est où est-ce qu'il se dirige sur Internet pour te trouver? Alors, moi, je travaille avec un certain nombre d'universités qui sont notamment de mémoire les universités de Saclay, de Montpellier, de Lyon, de Bordeaux. Là, il faut aller voir leur programme à eux. Sinon, je propose aussi des formations à travers mon blog de Scriptoria. Et là, il suffit d'aller sur mon blog scriptoria.org/fr/formation et vous allez trouver mon programme de formation. Très bien. Je vais inclure ça dans les notes d'épisode. Sinon, si quelqu'un a aimé ton parcours, ton histoire, voudrait échanger avec toi et te joindre sur les réseaux sociaux, c'est où la meilleure plateforme pour te rejoindre? Alors, j'ai un groupe Facebook en anglais, mais vous pouvez le rejoindre quelle que soit votre langue. J'ai une page Facebook aussi. J'ai Tout sous le nom Scriptoria, j'imagine? Oui. Sur Twitter, on me trouve sous le nom de Martha Beuglin Scriptoria. J'ai un compte LinkedIn aussi où vous pouvez me contacter ou bien vous m'envoyez un mail. Ah oui, je commence aussi une chaîne YouTube. Là, pour le moment, j'ai très peu de vidéos, mais je compte en rajouter. Voilà. Très bien. Bon, mais peut-être, parce que là, on enregistre, l'épisode va pas sortir juste après l'enregistrement, donc qui sait,
le jour de la publication de l'épisode, il y aura déjà plus de contenu sur YouTube. Très bien, mais tu partageras avec moi les liens précis et j'inclurai tout ça dans les notes d'épisode. Comme ça, les gens pourront cliquer, aller voir et peut-être, qui sait, aller te poser des questions. Très bien, avec plaisir. Martha, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Cette histoire de la rédaction, j'avais jamais eu une conversation aussi profonde et aussi longue juste à propos de ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est vrai que c'est comme la portion en dessous de l'eau de l'iceberg du doctorat que, comme tu le dis, on ne nous en parle pas. Ou entre moi, personne m'en a parlé. Et quand j'ai terminé, j'ai pas non plus vu d'atelier offert, mais clairement, pour les auditeurs, soyez à l'affût, regardez autour de vous, dans ce qui s'offre dans votre université, parce que ça peut aider beaucoup et enlever beaucoup de douleur d'un processus qui peut être un plaisir d'une certaine façon, qui est de rédiger sa thèse. Donc, Martha, merci beaucoup pour le temps que tu m'as dédié aujourd'hui et de venir partager ton expérience et quelques conseils, quelques trucs et astuces avec l'auditoire de Papa PhD. C'était très, très apprécié. Merci à toi pour ton invitation. Ça m'a aussi fait très plaisir de discuter avec toi. Merci d'avoir écouté notre conversation jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux aider à ce que plus de monde trouve Papa PhD, partage-la avec un ami. Et si tu veux participer de façon plus active aux discussions entamées dans chaque épisode, joins-toi au groupe Facebook en visitant papaphd.com/Facebook et pose tes questions. J'ai bien hâte de t'y lire. À bientôt. Et maintenant, voici la présentation du podcast Thésard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Petite précision, ça s'écrit Thésard-ES. Dans ce podcast, créé et produit par une docteure et une doctorante, Jeanne Perrier et Marianne Le Gagneur, vous pourrez entendre celles et ceux qui écrivent des thèses parler de leurs recherches passionnantes en cours, de comment on choisit un sujet de thèse, comment on mène sa thèse, avec quelle méthodologie. Et puis, en écoutant nos épisodes, vous pourrez également entendre les difficultés inhérentes à la thèse, les problèmes et émotions que l'on traverse quand on se lance dans cette aventure si particulière qu'est le doctorat. Déjà plusieurs épisodes en ligne et bientôt encore plus. À retrouver sur toutes les plateformes, Thésard-ES, sur Twitter et sur Instagram. À très vite. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Tu peux réécouter cet épisode ou les épisodes de la saison 1 sur papaphd.com en recherchant la catégorie français. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.